cette petite diapositive pour simplement vous rappeler que Louis Laringue, donc, qui nous a quittés il y a quelques jours, a non seulement été le fondateur du SAMU, mais également un grand animateur du développement de la télémédecine en France et au niveau européen et à l'international. Et j'étais assez contente de retrouver dans mes archives cette photo 2011, donc qui, à l'époque, on le distinguait du grand prix du jury pour toutes ses actions et activités pour le numérique en santé. On ne disait pas encore numérique à l'époque, mais pour la télémédecine et l'e-santé. Donc j'avais envie, comme on va parler de tout ça aujourd'hui, j'avais envie qu'on lui rende un petit hommage, donc un petit rappel à sa mémoire. Et puis, donc Thierry Moulin, je viens de vous... Oui. L'hôpital sans les murs, exactement. Tout à fait. Oui, oui. On lui doit beaucoup à plein d'égards. Et donc Thierry Moulin, donc Thierry va prendre le micro. Il nous a fait une petite sélection de 2 diapositives. Voilà. La télémédecine, c'est d'abord une nouvelle organisation du parcours de soins qui permet, ou avec laquelle on peut imaginer de travailler à distance. Je pense qu'il est allumé, il est ouvert, non? Ou alors je te passe celui-là. Oui, la télémédecine, finalement, comme l'avait montré Louis Laringue, c'est pas tellement les histoires techniques, parce que finalement, si on reprend l'expérimentation en Midi-Pyrénées, tout avait été mis en place à un moment où la technique ne pouvait pas suivre. Et donc, c'est pour ça que finalement, ça a été, tous les exploits qu'il a fait réaliser en Midi-Pyrénées ont eu du mal après à reproduire des petits instantanément parce qu'il y avait un problème technique. Mais finalement, il avait bien mis en lumière le fait que ce qui est important dans la prise en charge des patients, c'est de choisir le bon patient pour la bonne prise en charge au bon moment. Et donc pour ça, il faut grader l'organisation des soins. Alors pour reprendre l'exemple, pour que vous compreniez pourquoi je suis là aujourd'hui, la Franche-Comté, c'est 1,2 million d'habitants, un seul centre universitaire, un seul centre de neurochirurgie, très peu de neurologues, pas d'unité neurovasculaire. Et donc, comment vous faites pour traiter 3500 patients qui, tous les jours, tous les ans, font des AVC, ce qui fait 10 par jour, alors qu'il n'y a pas les structures et pas les organisations, pas les compétences, pas les connaissances. Donc il faut bien essayer de mettre en place un modèle organisationnel pour que chacun dans la prise en charge sache quoi faire. Et notre modèle au départ était plutôt de dire on va surtout refuser des patients qui doivent venir à Besançon parce qu'on n'a pas la capacité à accueillir toute la misère du monde. Et donc, on va essayer de sélectionner les bons patients pour la prise en charge. Et donc, finalement, la télémédecine, c'est ça, c'est une organisation qui doit s'appuyer sur des compétences qui sont identifiées au sein de filières de soins territoriales, qu'elles soient publiques ou privées, avec des compétences qui doivent rentrer dans un processus qualité. Et donc, finalement, tout ce qui va permettre l'organisation et de mieux travailler les uns avec les autres et plus vite, c'est le modèle, finalement, de la télémédecine. Et donc, dans un modèle d'organisation des soins, vous pouvez comme ça organiser des prises en charge de pathologies pour permettre l'objectif ultime qui nous est demandé par les usagers, c'est-à-dire une prise en charge le plus possible à son domicile, dans son lieu de vie. Et donc, c'est ce qu'on va réclamer. Et donc, ça, c'est un modèle hospitalier, mais le modèle en soins primaires, c'est exactement la même chose, avec une organisation et une mise en relation des intervenants par les outils modernes organisationnels. Et donc, aujourd'hui, on m'a posé la question, quoi de neuf? Même moi, je dirais pas grand-chose, si ce n'est que la marchandisation du soin est en marche. Et donc, on voit bien que finalement, le fait que ça rentre dans le régime commun, ça mobilise un peu les gens et les masses, alors que finalement, ce qui devrait mobiliser les masses, c'est le soin porté aux usagers. Et donc, c'est le projet médical et les messages clés portés régulièrement par la Société française de télémédecine et par tous les acteurs de télémédecine qui ont démarré il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, sont les messages clés qui sont
rappeler Absolument. dans cette diapo. Donc le service médical rendu, il ne faut pas utiliser les outils quand on n'en a pas besoin. Et on les utilise lorsque c'est indispensable et lorsque ça a été prouvé. Il faut co-construire les solutions avec des professionnels et mettre en place la chaîne de solidarité au sein duquel est et doit être l'usager. C'est l'usager qui décide in fine, au début, au milieu et à la fin sur la prise en charge. Et donc c'est ça les messages clés que l'on développe depuis 20 ans et que développait aussi ce regretté Louis Laringue qui était très attaché au modèle finalement d'équité territoriale sur la prise en charge, et ses actions sur le SAMU étaient dans ce sens-là. Et on voit quand même la démarche, puisque maintenant les messages sont repris d'agir au plus près à moins de 30 minutes des domiciles. Et donc finalement les outils et les vecteurs de la communication doivent nous aider pour ceci. Après que réglementairement on puisse lever un certain nombre de leviers, c'est important, certes, mais ce n'est pas le principal. Alors, il y a eu plusieurs moments de la télémédecine. Et là, on est dans un nouveau moment, si on peut appeler ça comme cela, depuis septembre 2018, avec le remboursement des téléconsultations, dans un certain cadre que vous allez peut-être nous rappeler, docteur Tréhoux et Thierry Moulin. Donc, Philippe Tréhoux, vous allez nous dire finalement comment ça s'organise une journée de médecin maintenant quand on pratique des téléconsultations. Qu'est-ce que ça change pour vous, et nous parler également des consultations, des téléconsultations dans le mode programmé, non programmé, comment on peut envisager ces organisations, sachant qu'on est dans un contexte où on essaye de régler un certain nombre de difficultés dans les organisations d'urgence. Oui. Alors moi je suis Guise, où je suis installé. Guise, c'est au sud de Maroilles, au sud de Chimay pour les amateurs de bière. C'est à la frontière belge. C'est une zone désertifiée, rurale. Et chez nous, on nous a par exemple pondu un EHPAD, c'est-à-dire une maison de retraite dans une petite, un petit village qui faisait 300 habitants, qui en fait maintenant 384. Et on n'a pas un instant pensé qu'il fallait peut-être des médecins pour s'occuper de ces gens à 30 minutes de Guise. Et donc c'est comme ça que je suis venu à la télémédecine, en disant mais il faut une solution, on ne peut pas faire des allers-retours tous les jours dans cet établissement, surtout qu'on s'est retrouvé à 2 pour s'occuper de ces patients. Et c'est comme ça, sur le plan pratico-pratique, moi j'ai pas été chercher dans des choses très compliquées, je me suis dit comment je vais faire, grâce à cet outil justement, cet outil de télémédecine, de téléconsultation en EHPAD, qui est simple, surtout il faut que ce soit simple pour qu'on s'en serve nous les médecins généralistes, parce qu'on est les médecins de terrain finalement, et dans le maillage il y a aussi la médecine générale, la médecine de ville, et la médecine rurale surtout, la médecine de campagne. Je ne sais pas comment vous dire, j'y suis venu comme ça naturellement, puis finalement on m'a demandé si je ne voulais pas mener l'expérimentation, ce qui était assez logique pour qu'elle concernait dans un premier temps les EHPAD, et vu que nous avions un EHPAD qui était assez éloigné des médecins, quoi, finalement, à la campagne. C'est comme ça qu'on est venu à tout ça, de façon simple. Pour faire cette expérimentation, on avait toujours un mot, c'était de dire, à cette époque-là, il y avait le rap d'Orelsan, et on disait toujours, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit basique pour que les médecins adhèrent. Ça l'a été, tout le monde a simplifié les choses, le workflow s'est simplifié au maximum, en quelques clics on fait une téléconsultation, et on y est venu rapidement, parce que je ne suis pas un jeune médecin, vous pouvez remarquer, je ne suis pas un geek, et on y est venu rapidement parce qu'en fait c'est quelque chose de naturel, c'est un outil qu'on nous donne en plus pour travailler, un outil, l'outil ne va pas déshumaniser la médecine, comme je dis toujours, l'outil on en fait ce qu'on veut, et moi je trouve que c'est assez intéressant. Alors c'est programmé, c'est-à-dire vous démarrez votre journée en sachant que vous allez avoir les rendez-vous physiques, les rendez-vous de téléconsultation. Sur le plan pratique, oui, il y a des consultations prévues. Par exemple, tous les vendredis, je fais des renouvellements de traitement pour les patients de la résidence. Je précise toujours avec leur accord ou l'accord de leur tutelle. Des renouvellements de traitement, mais il faut savoir aussi qu'il y a encore du présentiel. Nous, une chose très importante, c'est qu'on a dit on va encore dans cette maison de retraite au moins une fois par semaine. D'ailleurs, dans l'accord qu'on a signé avec l'ARS, c'était celui-là. On fait encore du présentiel, on ne fait pas que de la téléconsultation. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle des soins non programmés, c'est-à-dire effectivement, tous les jours, on ne peut pas aller dans la maison de retraite parce qu'une personne âgée se met à tousser ou a un peu de fièvre. On peut y aller, mais pour faire un aller-retour, pour vous expliquer, il faut déjà à peu près 1h10 de route. Alors, pour passer 10 minutes chez un patient, c'est un peu difficile.
Alors vous êtes considéré comme le médecin traitant de ces résidents. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui facilite les aspects... On est tout à fait, alors je ne l'ai pas dit, mais on est tout à fait dans le parcours de soins. On est les médecins traitants des résidents. On a toujours l'accord du résident pour faire ça. S'il ne veut pas, on vient. Hein. Bon, généralement, ils veulent bien parce qu'il y a cette petite image qui exprime mon expérimentation avec les personnes âgées. Et la télé ne leur fait pas peur par principe. Et donc la télémédecine non plus, ça les amuse beaucoup. On a dit que ça allait casser les liens. Pas du tout, ça n'a pas du tout cassé les liens, ça les a beaucoup amusés. Ça a renforcé les liens avec les soignants parce que lors de la téléconsultation en EHPAD, le résident est accompagné d'une infirmière. Alors que lorsqu'un médecin va dans une résidence, quelquefois pour personnes âgées, il se retrouve tout seul, il ne trouve pas l'infirmière, il ne trouve quelquefois pas le résident, c'est un problème. Donc là, on organise les soins, on les rationalise. Sur le plan temporalité, c'est pas chronophage, contrairement à ce qu'on pense. Les personnes âgées s'y retrouvent beaucoup, parce que vous savez, c'est plus facile, vous êtes à côté de moi et je vous pose la question, est-ce que vous fumez encore? Vous allez dire non, il va m'embêter. Je vais me faire attraper par mon médecin traitant. Quand on le sait à 30 km de là, on dit oui, je fume encore et puis tu me fais pas peur. Mais au moins les choses sont claires. On voit des choses apparaître comme ça, des liens beaucoup plus intéressants. On est vraiment dans l'humanité et les gens n'ont pas peur de nous. Beaucoup moins peur de nous que quand on vient se coller à eux en disant c'est vrai que... Voilà, je trouve que c'est très bien. Moi, je suis à plus de 200 téléconsultations et je trouve que c'est vraiment très bien. Et que tous les médecins vont y venir progressivement. Vous savez, 80% des médecins généralistes sont contre la télémédecine. Et dans le même sondage, 83% disent qu'ils vont en faire dans les 10 ans. Alors, il faut aussi nuancer donc l'effet de l'écran. Il peut être bénéfique. L'écran et la distance ont autant d'effets bénéfiques qu'éventuellement néfastes. Voilà. Et alors, pour les urgences, là, vous avez pas encore démarré. Il est prévu quelque chose Non, pour les urgences, il faut y aller tout doucement. On était dans la télé-expérimentation en EHPAD, maintenant on fait des consultations. Donc, Quand je dis pour les urgences, c'est pour éviter les urgences. Parce qu'il y a, par exemple, en EHPAD, tout ce qui peut se passer la nuit, on sait que ça pose des difficultés. Alors ça, c'est une autre organisation qui ne dépend pas trop de moi. C'est-à-dire que Mme Buzyn, dans le cadre de la nouvelle organisation des urgences, a prévu qu'il y ait la possibilité de réaliser des téléconsultations avec les SAMU, notamment dans les périodes d'absence des médecins traitants, notamment la nuit et les week-ends, pour éviter des hospitalisations abusives, Dieu sait s'il y en a. Mais ça ne dépend pas trop de moi, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Pour les Hauts-de-France, on a équipé au départ une maison de retraite, on en a équipé une vingtaine au mois de juin, et à terme, on va équiper les 600 maisons de retraite de dispositifs de téléconsultation. Alors, pour rester sur le domaine des urgences, donc Thierry Moulin, vous avez, depuis une vingtaine d'années, pris à bras-le-corps la difficulté à s'organiser pour répondre aux AVC, donc urgence s'il en est. Comment ça a évolué? Est-ce que ça a évolué? Vous me disiez, en fait, ça n'a pas changé fondamentalement. Ce qui a compté, ce sont les organisations qu'on avait mises en place. Quel est votre bilan sur ces 20 dernières années? Le bilan, il est tel que Louis Larringue l'avait montré, c'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit que 15% des patients pour lesquels on nous appelle pour un avis, ce n'est pas le bon diagnostic, donc on redresse le diagnostic. Et pour le patient pour lequel on ne nous appelle pas, on va pouvoir être sollicité à la réalisation et on va pouvoir le sélectionner. Donc on voit bien qu'il y a un passage de compétences qui se met en place entre les urgentistes, les radiologues et les neurologues sur la phase aiguë, permettant de diminuer les transferts inutiles et de rentabiliser le temps médical là où il a besoin d'être. Alors, c'est vrai que on est dans un exercice hospitalier où théoriquement tout le monde a l'habitude de travailler les uns avec les autres. C'est un peu différent de l'exercice libéral isolé où finalement on essaye de cloisonner. Où en tout cas le cloisonnement est à peine plus important. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il faut décloisonner. Et il faut que l'on puisse, au chevet du malade, être plusieurs à se poser des questions. À plusieurs, on est un peu moins bête. Et on arrive à mettre tout le monde dans la prise en charge. Donc,
les choses progressent et finalement, l'usage qui est vu initialement, il évolue et on fait pratiquement 80% d'autres choses que de l'AVC lorsque on est appelé. Et donc, c'est en cela où lorsque une organisation de télé-AVC se met en place. Alors, je souris toujours lorsque j'entends les collègues qui nous disent on va être appelé que pour les patients pour lesquels on va pouvoir décider d'une thrombolyse, d'une reperfusion. Bon, s'ils attendent qu'on leur donne exactement tous les éléments du diagnostic, ils vont attendre très longtemps. Et donc, il va falloir aller les chercher, il va falloir travailler avec les collègues. Les spécialités, les travaillant les unes avec les autres, fait que ça fonctionne un peu mieux. Donc, pour nous, j'ai pas vu d'évolution dans le changement. Là où je vois le changement, c'est que dans le positionnement des questions, les questions se complexifient un peu plus parce que les gens ont moins peur des outils et utilisent les outils. Et il faut, comme vous le disiez, des outils simples. Et lorsque on a mis en place le prototype qui a servi à la société Covalia et maintenant Maincare, l'objectif c'était de faire 4 clics. Parce qu'au-delà de 4 clics, les docteurs, ils ont autre chose à faire. Moi, je suis totalement nul en informatique. Et si les solutions ne s'adaptent pas aux usages et qu'on doit appliquer des solutions que le correspondant doit faire une licence d'informatique, on s'en sort plus, quoi. L'objectif que l'on a, nous, c'est de s'occuper des patients. Et donc, les solutions doivent s'appliquer à nos besoins. Et donc, on voit que les solutions qui ont été développées et qui sont développées par Maincare sont des solutions qui sont adaptatives à des outils métiers. Je ne fais pas la promotion de Maincare parce qu'on est dans une société de Maincare. Je le fais parce que c'est un modèle de co-construction tel qu'il doit être en télémédecine. On a un besoin et on travaille ensemble à co-construire ce modèle pour l'usage. Et donc, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Lorsque j'ai démarré la télémédecine, j'avais un téléphone, une ligne à 128, une caméra branchée dessus, et puis un fax. Après, j'ai eu une carte Vcon dans un ordinateur et je faisais un peu de visio. Et il fallait que je me logue 4 fois, que je fasse 150 000 choses pour faire les choses. Maintenant, il faut des outils simples, comme l'on a sur des smartphones. On est vers l'objectif de ce qu'on doit faire plutôt que de trouver le chemin de comment on doit le faire. Donc la technique ne vous a pas freiné à l'époque. C'est ça qui a évolué. La technique ne vous a pas freiné à l'époque, mais aujourd'hui, on pose la question souvent, avant de se lancer dans une aventure de télémédecine, c'est oui, mais alors est-ce qu'il y a la fibre sur ce territoire? Où est-ce que vous avez besoin de la fibre? Est-ce que les équipements de base vous suffisent? Alors chez nous, il n'y a pas la fibre. Ça va arriver fin d'année prochaine. Mais pour autant, tout cela fonctionne quand même. Ce n'est pas indispensable. Vous n'avez pas de temps en temps l'image? De temps en temps, on a quelques pixels qui se baladent, mais ça ne dérange pas. Ça dérange pas. Mais on n'a pas besoin d'avoir la connexion satellite pour suivre l'exécution d'Al-Baghdadi en direct. On a besoin d'avoir un minimum de bande passante qui fonctionne. Alors, donc tout le monde devrait être très heureux de l'évolution connue par la télémédecine et notamment de la reconnaissance par les pouvoirs publics du fait qu'on peut commencer à rembourser certains actes. Et en fait, ça a des effets contre-productifs. Vous m'expliquez un effet paradoxal pour ce qui concerne certaines activités, cette annonce de remboursement depuis 1 an. Merci pour cette question, parce que dans la salle, s'il y a des directeurs des systèmes d'information des hôpitaux, elle est pour eux. Il ne faut pas que ça leur obscurcisse le raisonnement, parce que finalement, le remboursement de l'acte par la Sécurité sociale, c'est pour un acte libéral fait dans un contexte libéral. Donc dans un établissement public, alors on peut tout à fait faire des consultations externes par télémédecine, et on serait très heureux que les hôpitaux s'y mettent, parce que dans un certain nombre de déserts médicaux, il n'y a plus de spécialistes, et puis finalement, le pauvre spécialiste qui reste à l'hôpital, il se prend toute la charge des consultations, et donc il pourrait en trier un certain nombre par des téléconsultations externes. Mais lorsqu'on est dans un système entre hôpitaux, entre structures de gradation de soins, on voit qu'un certain nombre de nos éminents directeurs ont l'esprit un peu troublé en disant comment on va calculer avec... Mais on n'est plus dans ce modèle-là. On est dans un modèle finalement
de parcours de soins, de forfaits probablement, et aussi de diagnostics fabriqués. Si je fabrique un diagnostic d'accident vasculaire à Pétaouchnok, l'hôpital de Pétaouchnok va gagner un GHS qualifié de 4000 et quelques euros qu'il n'aurait pas eu si j'avais pas fait la téléconsultation. Et donc à partir de là, on est dans une organisation, et en particulier dans les GHT, où il faudrait arrêter de compter les lentilles et puis essayer de regarder comment on s'occupe de la prise en charge des patients. Parce qu'in fine, on s'occupe des patients. Donc un peu de flou avec ces annonces et côté contre-productif de ces évolutions qui pourraient être... Alors, il faudrait attendre aussi que le ministère, dans sa grande sagesse, mette en place une organisation qui valorise le GHS et mette des actes traçants au sein des PMSI pour pouvoir valoriser aussi ça. Il y a aussi cette contre-mesure qui n'a pas été mise en place. Et j'entendais sur les consultations dans les EHPAD, dans beaucoup d'endroits, les gériatres, il n'y a pas de gériatre, et le seul gériatre, il va être dans un établissement, et il ne va pas être le médecin traitant du patient. Et donc, là aussi, il y a un frein à comment on fait la première téléconsultation dans une EHPAD où il n'y a plus personne autour, où la seule structure, c'est une consultation avancée d'un hôpital de jour ou de semaine de gériatrie. Et donc là, il manque des éléments dans l'arsenal réglementaire pour que les hôpitaux fonctionnent bien et fassent bien ce lien entre la ville et l'hôpital. Philippe Tréhoux, vous ressentez qu'il y a un besoin d'information ou d'éclaircissement sur les différents mécanismes, les différentes organisations dans lesquelles on trouve de la télémédecine, parce que finalement la télémédecine, quand on dit le mot globalement ne décrit pas bien. La télémédecine comprend beaucoup de choses, la téléexpertise, la téléconsultation, le télésoin, la télésurveillance, etc. Je pense que pour la médecine libérale, tout au moins les généralistes, c'est d'abord la téléconsultation simple, éventuellement la téléexpertise, mais à la date d'aujourd'hui, elle n'est pas du tout valorisée, donc personne n'en fait. Je pense qu'on peut y venir, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas trop expliquer trop de choses en même temps aux médecins qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que toute cette histoire compliquée? C'est effectivement très simple, avec son smartphone, comme vous disiez, on peut faire de la télémédecine. Il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin de choses particulières. Il y a des téléconsultations simples. À partir du moment où il y a une vidéo qui permet de résoudre des problèmes très simples, je ne sais pas moi... Je veux dire, on peut même renouveler une pilule ostro-progestative en téléconsultation. C'est pas compliqué. À partir du moment où le patient a un brassard à tension et une augmente sa tension, il triche. Alors ça, c'est pas très compliqué sur le plan de la pratique médicale, mais en amont, et parce que vous avez sûrement des sollicitations, vous avez un choix à faire. Ah oui. Vous êtes oui. Actuellement. Et vous allez donc m'expliquer pourquoi vous étiez bien heureux de pouvoir travailler sur la plateforme Prédis. J'étais bien heureux tout simplement d'avoir une plateforme déjà choisie. Ce ne soit pas moi qui ai à faire le choix, parce que je ne sais pas combien il y a d'industriels qui se sont mis sur le marché. Donc effectivement, le médecin de base perdu tout seul dans son coin. Nous, dans les Hauts-de-France, on s'est organisé. Étant élu RPS, effectivement, on a choisi Mencare. On n'a pas choisi Mencare. Mencare avait été choisi. Donc on a travaillé avec eux. On ne le regrette pas, ça se passe très bien aussi, il faut le dire quand même. Mais... chaque médecin actuellement reçoit toutes les semaines des publicités, des coups de téléphone, etc. pour développer la télémédecine avec tel ou tel opérateur. Et c'est vrai que nous, dans les Hauts-de-France, on a tourné les choses autrement, en disant vous ne vous précipitez pas, écoutez d'abord l'information qu'on fait, non seulement au niveau des médecins, mais au niveau des pharmaciens, des infirmiers, pour essayer d'avoir un système, comme on l'a présenté ce matin, un système qui vaut ce qu'il vaut, qui n'est pas obligatoire, mais qui est régional et qui est une proposition qu'on travaille tous ensemble. En attendant peut-être un jour que tous ces professionnels, il y ait une certaine interopérabilité qui se mette en place, mais c'est à mon avis pas demain que ça va se mettre en place. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, contrairement à nos smartphones, les outils de télémédecine, en fait c'est comme si vous étiez chez Orange et que vous ne pouvez pas appeler quelqu'un parce qu'il est chez Bouygues. On en est là, on en est encore là. Il faut que tout ça se développe, tout ça se lance. Pour le moment, on est dans la concurrence sauvage, on va dire. Et nous, on est très contents dans l'Hauts-de-France de ne pas avoir ces problèmes-là, de se dire voilà, on a Prédis qui nous permet de choisir... quelque chose de simple et compatible, et qu'on ne se retrouve pas sur notre ordinateur avec 10 logiciels à ouvrir, suivant qu'on travaille avec les pads d'ici, les pads de là-bas, la maison d'adultes handicapés là-bas, l'hôpital d'ici et l'hôpital de là. On ne peut pas avoir à chaque fois 10 mots de passe, 10 logiciels à ouvrir différents pour travailler avec tout le monde.
J'ai une question pour tous les deux. Quand on dit télémédecine, donc il y a le mot de médecin dans télémédecine, et parfois on dit mais oui, la télémédecine, ça va être super pour résoudre nos problèmes de déficit en démographie médicale, mais en fait, il faudra quand même toujours des médecins qui soient à distance ou à proximité. Donc comment vous voyez les choses? Est-ce que la réponse est dans la CPTS d'un côté, la communauté professionnelle territoriale, ou dans les filières GHT de l'autre? Alors, bon, c'est deux versions différentes, bien entendu. Moi, ma version libérale, c'est de dire qu'il y a effectivement... La télémédecine résout en aucun cas. J'entends lire, je lis ça parfois, j'ai entendu aussi dire ça. Ce sont beaucoup les élus locaux qui disent que la télémédecine va résoudre la désertification médicale. Je ne vois pas très bien en quoi. Vous avez un outil qui est un outil électronique qui va résoudre la désertification médicale. Il n'y a pas de télémédecin, il n'y a pas de télétubie, ça n'existe pas, tout ça, je le rappelle. Ça ne change rien, c'est que le temps qu'on passe à faire de la télémédecine, on ne le fait pas faire autre chose, et de toute façon, il n'y a pas plus de médecins pour ça. Par contre, l'organisation, effectivement, territoriale avec les CPTS qu'on commence à mettre en place, ça permet de dégager du temps médical. On le fait de plus en plus, on essaye de nous centrer se centrer tous ensemble, se mettre tous d'accord pour se centrer ensemble sur le patient, comme vous disiez fort justement, professeur, parce que le problème, c'est le patient, c'est la réponse au patient qu'il faut apporter. Ce n'est pas la réponse au gouvernement, à Dieu sait qui. C'est la réponse aux patients. Alors, un point, effectivement, on ne va pas dupliquer le temps du médecin, les journées, donc 24 heures. Là où la télémédecine améliore les choses, c'est par l'association et le transfert de compétences. C'est pas pour rien que les soins infirmiers en pratique avancée viennent adosser les articles 51 de transfert de compétences. Et on ne le fera de toute façon que par la formation des professionnels de tout poil pour permettre la télémédecine à toutes les professions. C'est pas que la médecine, c'est le télésoin aussi pour la pharmacie, pour les pharmaciens, pour les soins infirmiers, pour l'ensemble des professionnels, pour lesquels on peut peut-être dans un espace-temps gagner quelque chose en plus. Mais on ne va pas doubler d'un seul coup les médecins parce qu'on a 2 chaînes de télé. Ça va pas se faire comme ça. Un point quand même qui est très important aussi, c'est que finalement la télémédecine, ça s'apprend. Et donc on doit être formé, même si l'outil est simple, il y a des règles juridiques, il y a des mécaniques organisationnelles, il y a un règlement sur les outils et les dispositifs. Donc on est là dans un système où les enjeux de formation sont importants. Et donc moi je voudrais attirer l'attention du public, de bien s'assurer que les formations auxquelles vous allez envoyer vos praticiens ou vos professionnels, sont validées. Je le dis d'autant plus que la Société française de télémédecine a mis en place un diplôme interuniversitaire national de télémédecine depuis quelques années et qu'on voit fleurir aujourd'hui, par effet d'aubaine, beaucoup d'officines qui disent, voilà, moi je reçois des publicités, venez vous former à la télémédecine. Donc de gens que je connais ni des lèvres ni des dents. Et donc c'est vraiment très surprenant de voir que l'effet de mise en place de la télémédecine, ça génère comme ça un business tout autour. Et il faut essayer de faire très attention par rapport à ça, parce que former les gens, ça prend un peu de temps, et perdre les professionnels parce qu'ils ont été mal formés, ça ira extrêmement vite. Mais quand on dit former à la télémédecine, il faut peut-être simplement revenir à ce qui était dit assez souvent ce matin, c'est plutôt former à la coordination. Parce qu'en fait, former à la télémédecine, vous n'êtes pas spécialement formé, mais quand on dit former, vous avez pris en main l'outil, ça prend peut-être 2 heures ou une demi-journée. Ce qui est essentiel, et c'est peut-être là c'est aux doyens qu'on peut s'adresser, c'est que dès la formation initiale, les professionnels sachent travailler ensemble. C'est ce qui a été évoqué plusieurs fois ce matin. Absolument, mais la conférence des doyens s'est bien intéressée à ça et a donné des préconisations pour que les cycles de formation en premier, deuxième et troisième cycle, il y ait des items de formation à l'usage des outils, pas tellement à l'aspect technique, mais finalement dans quel cadre, comment et quelles sont les règles, finalement qu'est-ce qui change par rapport à un exercice plus simple. Et donc ça, c'est des points très importants de vigilance auxquels il faut être sensible, comme sur les éléments de sécurité des données, sécurité des hébergeurs de données, et donc éviter qu'on nous vende
le iCloud qui se situe dans le Nebraska, pour après avoir en retour des algorithmes qui viennent nous expliquer que le paysan breton doit être traité comme le gars au fin fond du Michigan, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, puisque le Berry, c'est pas le Michigan. Sur la formation, un dernier mot peut-être, oui. Philippe Tréhoux. Non, moi, je voulais dire sur le plan pratique, j'accueille des internes, donc j'en suis peut-être à mon 10e interne que je forme entre guillemets à la télémédecine. Et quand moi j'ai mis, je sais pas, on va dire effectivement une bonne demi-journée à m'approprier l'outil simplement. Ils mettent 10 minutes, quoi. Ça va beaucoup plus vite. Et effectivement, toutes ces techniques, c'est pas fait pour les vieux médecins comme moi, c'est fait pour les jeunes médecins. Et je me rends compte qu'on ne s'est pas trompé, parce que quand eux, ils s'approprient ça très rapidement et qu'ils disent non, c'est bien. Avant, ils arrivent les premiers jours, là, on a des nouveaux internes, les premiers jours, on va faire de la télémédecine en EHPAD, oh là là, oui, bon, enfin, on ne peut pas faire autrement. Et quand ils repartent, ils disent ouais, j'ai fait de la télémédecine en EHPAD. Ils me demandent que je les prenne en photo pour qu'ils communiquent tout ça sur Facebook. Pas pour se mettre sur Facebook. Non, mais si, mais ils sont très contents de faire la télémédecine en disant oui, c'est vachement bien en fait. Parce que c'est toujours pareil, il faut essayer, parce que c'est quelque chose de simple qui permet de bien travailler et de ne pas du tout faire disparaître les liens avec le patient, ni d'ubériser la médecine, ni Dieu sait quoi. Non, le risque de l'ubérisation, on a heureusement, je ne sais pas si c'est heureux, mais disons qu'on a un corpus réglementaire en France qui fait que finalement la tendance à l'ubérisation peut être limitée. Mais il y a quand même un vrai risque. On voit quand même un certain nombre de plateformes qui hébergent des médecins français avec des diplômes français sur des plateformes à l'extérieur des frontières. Donc on voit bien qu'il y a une tendance quand même à la marchandisation par le fait que finalement notre pauvre Sécu, elle dit bah oui, on va faire la télémédecine au même prix qu'une consultation simple. Oui. Il a déjà fallu y arriver à ça, parce qu'au début, ils nous disaient ça vaut pas plus de 12 € une téléconsultation. On a réussi à leur faire comprendre qu'une téléconsultation, c'était au minimum, le même tarif qu'une consultation. Oui, déjà. Et la téléexpertise en est la même chose, parce que finalement, le temps passé par un expert pour avoir un avis simple, il n'est pas plus long qu'à peu près 30 secondes. Et donc finalement, au coût où il est remboursé, ça fait très cher la seconde.